il faudrait faire une compile des sorties de José María Lopez. Ça fait des années que je le dis, il faudrait le faire. Et je pense qu'on commence à avoir de la matière sur Luis Pérez Companys aussi. Entre Ne la... serait-ce pas le gène argentin qui, Ah qui... putain, c'est vrai. Ah putain, oui, c'est vrai, ils sont argentins tous les deux. C'est-à-dire que les Américains ont totalement oublié que tu pouvais mettre un drapeau jaune local, quoi. Juste dans la zone où il y a un débris sur la piste ou dans la zone où il y a une voiture à sortir. Que là, j'ai pas compris ce qu'a fait Caldarelli. C'est un peu, je dois dire, le point faible quand même de ce trio là. Avec t'as du Romain Grosjean, du Matteo Cairoli, et on nous met Andrea Caldarelli qui, oui, ok, est impliqué beaucoup avec Lamborghini, mais bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, rédacteur en chef d'Endurance Mag. Vous le connaissez évidemment, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on va se concentrer sur l'IMSA, une course de dingue pour le 32e numéro de notre podcast. Il y a un peu tout eu finalement, de la pluie, de la stratégie, des contacts, des dépassements. Les 6 heures d'Indianapolis, c'était pas sur l'ovale évidemment, c'était sur le circuit routier, la 10e et avant-dernière manche de la saison 2024 du championnat américain d'endurance, donc l'IMSA. Et comme vous en avez l'habitude dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des infos qui sont plus ou moins connues, des résultats qui sont plus ou moins officiels, on y reviendra dans quelques instants, les statistiques évidemment qui vont nous permettre de connaître encore un petit peu mieux ce monde de l'endurance, notamment l'IMSA avant avant la finale, que dis-je, de ce championnat qui aura lieu à Petit Le Mans. Eh oui, ça sera dans quelques jours. Et on va revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé cette saison depuis notre dernier épisode sur l'IMSA, parce qu'on s'en intéresse un petit peu moins à l'IMSA, mais quand même les courses elles sont incroyables, elles sont exceptionnelles même je dirais, avec là pour le coup à Indianapolis un résultat complètement fou et un doublé des BMW. Et en fait, tu vois, je suis content de ce qui s'est passé parce que la semaine dernière, quand on a fait notre preview de la course d'Indianapolis, je t'ai dit que je t'ai rappelé mon souvenir de la course IGTC que j'avais couvert à l'époque pour Auto Hebdo où je m'étais copieusement fait chier parce qu'il se passait rien, parce qu'il y avait peu de concurrents. Enfin bref, vous écouterez l'épisode de la semaine dernière. Et du coup, moi, tu vois, j'avais. Alors oui, je sais qu'à Indianapolis, il peut se passer de belles choses. Hein, je suis au courant quand même de la course qu'il y a tous les ans là-bas. Mais c'était pas un circuit que j'associais forcément avec les courses d'endurance et avec du spectacle. Et là, clairement, ça m'a fait mentir. Je pense qu'on est sur. Est-ce qu'on est sur une des meilleures courses de l'ère? Ouais. On met du Sebring, du Daytona mis à part parce que ça reste quand même des événements majeurs, mais je trouve que sinon on est sur une des meilleures courses qu'on ait pu Ouais. avoir depuis que la catégorie GTP existe aux États-Unis. Franchement, c'était Meilleure top. course parce qu'il y a eu un petit peu de tout. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Et bon, je pense quand même que ça a été bien aidé par la météo, hein. Ouais, exactement, j'allais te dire, les faits de course, les dépassements en piste, les différences de rythme et les différences de stratégie découlent toutes de la météo, en fait. C'est quand même ça qui est l'élément perturbateur du week-end. Mais ça nous donne un résultat inédit. Je sais pas si tu l'as déjà dit, mais enfin, on peut quand même commencer par ça. Ça nous donne un résultat inédit d'un doublé BMW. C'est la première victoire BMW décrochée sur la piste, ce qu'ils avaient déjà Oui, gagné à Watkins Glen l'année dernière sur tapis vert parce que la Porsche avait été déclassée, parce que pour non-conformité. Et donc là, c'est la première victoire sur la piste. Ils font un doublé, et ça intervient dans une semaine où, en plus, l'équipe Raleigh-Letterman était sous enquête. Enfin, il y a le FBI qui est venu dans leurs locaux pour... alors, ça concerne apparemment pas du tout l'aspect course d'endurance, mais la structure en elle-même, en tout cas, a quand même eu une semaine un peu tumultueuse, je pense. ah, Et c'est clair. ils font un doublé. Et ça tombe encore mieux de le faire là, une semaine après que WRT ait fait le premier podium d'une BM en WEC. Parce que, on l'a déjà dit, hein, depuis le début de la saison, depuis qu'on commence les Endurance Club, il y a quand même cette espèce de match à distance de ping-pong entre Raleigh-Letterman et WRT, qui sont les deux entités qui engagent des BMW. Match qui n'existe pas, par exemple, chez Porsche, puisque c'est Penske qui gère l'ensemble du programme. Et donc là, la semaine dernière, c'est comme si, en fond de cours, Vincent Voss et ses hommes ont renvoyé une balle en disant « Regardez, nous, on fait un podium à Fuji. Hop, voilà, nous, on est capable de faire ça. Allez-y. » Et là, Raleigh-Letterman renvoie en disant « Bah, nous, on fait doubler à Indianapolis sur une course de 6 heures. » Voilà. Ça, Donc c'est dingue. je trouve que c'est super pour la dynamique du programme BM, parce que depuis le début de la saison, c'est pas qu'on en dit du mal, mais on constate ce qui se passe, et c'est vrai que c'est compliqué, on n'arrive pas à comprendre ce qui va pas. Là, ça semble aller mieux, et moi, j'en suis super heureux, parce que, mis à part la déco que je trouve dégueulasse, cette voiture, moi, j'en suis fan. Je suis un BMiste de la première heure, et j'aimerais bien que ça marche, quoi. J'adorerais que ça se batte aux avant-postes aux 24 heures du Mans, ça serait génial.
Ah bah c'est sûr. Bon après là, on le sait, hein, en IMSA, il y a plus de possibilités justement de recoller avec les safety cars les longues phases de drapeau jaune, on y reviendra justement. Oui, Ça ouais, faisait ouais. 455 jours hein, que BMW s'était pas imposé en IMSA pour la 24e course de la BMW M V8 hybride, donc c'est pas mal, voilà, comme chiffre, j'aime bien. Et puis moi qui pensais que c'était pas forcément positif en fait d'avoir d'un côté WRT et de l'autre côté Rall Letterman-Lanigan, finalement je suis en train de me dire que c'est peut-être pas si mal et que j'imagine quand même qu'on a trouvé une solution, peut-être au niveau du freinage, peut-être au niveau de l'exploitation des pneus, parce que c'est quand même, ça fait 2 fois de suite en WEC que l'équipe de Vincent Voss se montre aux avant-postes. C'était pas podium à chaque fois, mais en tout cas même à Austin, on se battait pour le podium. Là, ici à Indianapolis, alors oui, il a fallu aussi avoir un bon coup stratégique, mais on a vu que les deux BMW en fait se sont retrouvés aux première et deuxième positions. L'une en ayant tenté assez tôt le pari de mettre les pneus slick sur une piste qui allait en s'asséchant, et puis l'autre qui a fait la stratégie classique, j'allais dire. Et donc les deux se sont retrouvés finalement l'une derrière l'autre. Il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu d'agression, j'allais dire, même si Connor de Philippi, à un moment donné, à la fin de la course, Ouais, ça a aurait été chaud bien quand aimé même. quand même Ouais. dépasser Philippe Eng. Mais non, on a su être intelligent et se dire que une victoire, c'était déjà fou. Mais alors un doublé, quand même, surtout vu ce qui se passe depuis le début de cette saison, quand même, parce qu'on va revenir rapidement. Nous, le dernier point qu'on avait fait, c'était à Mosport, donc où le LMP2 était la catégorie Rennes. Ouais. Ensuite, on est allé à Elkhart Lake. Bon, bah, Elkhart Lake, les BMW, enfin, une BMW s'est retrouvée dans le mur, donc ça s'était pas forcément très très bien passé. Et c'était d'ailleurs le seul abandon, si je dis pas de bêtises, ouais, de la course d'Elkhart Lake à Road America. C'était une victoire et un doublé pour Porsche. Donc finalement, les Porsche, encore une fois, elles sont dans la dynamique de faire de belles choses cette année. Ces deux Porsche qu'on retrouvait d'ailleurs en tête du classement général avant cette épreuve d'Indianapolis, avec simplement quoi 100 points d'écart entre la 7 qui mène depuis le début et la 6. Et puis derrière, en embuscade, on avait notre équipage Cadillac avec Sébastien Bourdet, Ranger Van der Zandt, donc après Road America, qui se retrouve un peu en embuscade, un peu plus loin, oui, à un peu plus de 280 points. Mais on va se dire que c'est ce match-là qu'on aurait voulu surveiller Indianapolis. Entre-temps, je fais rapidement, mais il y a eu une course sur le Virginia International Raceway. Que des Ça, c'est pour GT. les GTD et les GTD Pro. Et bah, on a vu une victoire BMW, je te le donne en mille. Ouais, c'est vrai, exact, Et avec Paul oui, Miller Racing. Ouais, exact. exactement, en GTD Pro. Et en GTD, ça a été encore une victoire Mercedes. Mais ça, en GTD, c'est vrai que globalement, ils Ouais. sont quand même très à l'aise hein, chez Mercedes. Et je pense que c'est eux qui vont normalement, sans trop de problèmes, décrocher le titre. Même si là, on y reviendra rapidement, mais sur Indianapolis, c'était pas eux qui étaient au rendez-vous. Moi, je trouve quand même qu'en arrivant à Indianapolis, bah, déjà tous les championnats sont serrés, Mhm. avec également Tom Dillman et Nick Bull en LMP2 qui mènent le championnat, donc un Français, Cocorico, qui mène le championnat. Mathieu Jaminet est pas loin de se battre donc pour le titre en GTP. Mhm. C'est plutôt assez disputé quand même, hein, ces championnats IMSA, avec pourtant des millions de points qui sont attribués à chaque course. Bon, bah, on retrouve une hiérarchie qui finalement est pas illogique en fait. Non, carrément, on retrouve la hiérarchie. Enfin, en fait, tu vois, comme tu dis, l'affiche de cette course d'Indianapolis, qui était censée se dérouler, c'était un match Porsche Cadillac, puisque cette année, Acura est quand même. Enfin, sauf si je dis des bêtises, mais Non, non, t'as raison. un peu moins dans le match quand même. Enfin, il y a eu des victoires, il y a eu des choses bien, hein. Mais quand même, un peu en dedans quand on est sur d'autres épreuves. Quand tu sors de Sebring, où il y a eu, notamment c'était bien, et puis euh, Détroit. Mais c'est plutôt Cadillac et Porsche le match de cette année. Et c'est ce qu'on a eu là à Indianapolis en début d'épreuve. Mais assez rapidement, ça a changé et ça s'est pas résumé seulement à un affrontement entre ces deux marques. Donc ça, c'est cool. Ouais, Après, dans c'est les vrai. autres catégories, je t'avoue que le GT, c'est quand même le truc qui est un peu moins visible aussi. Mais c'est pareil, il y a quand même il y a la fameuse Rexy, la Porsche Rexy, la Bien verte, sûr. donc de AO Racing, qui est déjà une des voitures, on va dire, fan favorite, quoi. C'est une des voitures que les spectateurs préfèrent, parce qu'avec sa déco, avec tout le marketing qu'ils font autour, et en plus, ça gagne. Donc ça, c'est quand même sympa quand tu as des voitures qui sont identifiables et où il y a beaucoup de com autour, mais que c'est pas seulement un effet de communication et qu'il y a aussi des résultats sportifs, c'est cool. C'est aussi eux un peu la tête de gondole du GTD Pro, on va dire, et c'est eux qu'on attendait. Pour le coup, eux, ils ont confirmé, quoi. Mais sinon, Ouais, c'est c'est vrai que vrai. il y a quand même, c'était un week-end imprévisible, Indianapolis, par rapport à, Complètement. comme tu dis, par rapport au déroulé de la saison depuis Mosport et même depuis avant. Ce résultat de voir un BMW vainqueur, c'était,
ça tranche dans le calendrier des résultats, ça tranche carrément, quoi. C'est sorti du chapeau, hein, si Ah je puis ouais, dire, ouais. ce résultat. Mais tant mieux parce qu'ils ont pris des risques finalement. Et c'est le premier podium de BMW en IMSA cette année. Mm. Et c'est donc le premier doublé, évidemment. La victoire, ça faisait, on l'a dit, quasiment 500 jours, si tu me vois venir. Parce que, tiens, la distance de course après 6 heures, parce que c'est la première fois finalement qu'on fait 6 heures de course, ça faisait partie de cette Michelin Endurance Cup aussi. La 4e manche sur les 5 au programme. On en a rajouté une cette année. Je sais pas vraiment la raison, mais je trouve que c'est super d'avoir mis 6 heures de course à Indianapolis. Alors évidemment que si les conditions avaient été, j'allais dire, normales au niveau de la météo, peut-être qu'on aurait eu plus une procession, parce qu'en fait il y a peu d'erreurs finalement qui sont réalisées, c'est un circuit un peu à l'européenne si je puis dire, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles justement ces courses elles sont un petit peu moins marquées par les drapeaux jaunes quoi, quand il n'y a pas de neutralisation, quand il n'y a pas d'averse ou Ouais, de c'est pluie. vrai. Je Ah, pense. Et donc là, du coup, en ayant eu de la pluie, on a fait 219 tours. Et donc, on a fait, alors ça, moi j'adore, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, une distance un tout petit peu plus longue que les 500 miles d'Indianapolis. Pas mal quand même. ouais, c'est marrant comme clin d'œil. Après, comme ce que tu dis sur le circuit, effectivement, si on était en conditions sèches, peut-être que ça aurait été différent, Ouais, je pense, un hein. peu moins fun. C'est marrant parce que c'est un circuit où, comment dire, il y a beaucoup de pilotes qui disent, voilà, quand on arrive dans le infield, donc c'est un peu comme Daytona, hein, vous avez compris. C'est un circuit où il y a une partie de banking, une partie d'ovale qu'on emprunte. On l'emprunte à l'envers d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, par rapport aux 500 miles là. Tout à fait. Et puis après, il y a le infield, donc c'est le tracé à l'intérieur de ce ovale. Et beaucoup de pilotes disent, parce qu'il y a eu quand même des incidents, des incidents entre voitures de la même catégorie, je pense notamment au GT où il y a eu un petit carton entre une Lamborghini et une Ford Mustang. Il y a aussi eu des Oui. cartons entre GTP et GTD. Et à chaque fois, ce que Entre une j'entends, Lamborghini et c'est... une Ford Mustang. Ouais, Lamborghini aussi. À chaque fois, il y a les pilotes disent ah mais là, il m'a passé ici, mais c'est pas une zone de dépassement. Ou alors il m'a attaqué au frein de tel virage, mais c'est pas une zone de dépassement. Mais les gars, en fait, pour moi, moi dans ma tête, un circuit est une zone de Est une dépassement. En zone de fait. Enfin, dépassement. je veux dire, y a pas, on va pas décréter à un endroit, là on dépasse pas quoi. Ou alors on met un double yellow toute la course, mais Ah, arrête, parle pas de je vois malheur. pas. Ouais, bah oui, ça avait eu lieu au Nürburgring à une époque, mais tu vois, je trouvais ça étonnant. Mais effectivement, je pense que dans la tête de beaucoup de pilotes, c'est un circuit où, dans certaines portions, il va rien se passer. Il n'y a qu'une seule ligne de course, entre guillemets. Donc, on s'attaque pas. Donc, c'est un peu une procession, quoi. Et alors que là, avec la météo, bah, c'est pas du tout le cas. Et on va en parler un peu après. On va peut-être pas tout de suite transitionner, mais Romain Grosjean, par exemple, qui a littéralement roulé sur l'eau, C'est clair. qui a pendant 10 tours à mener la course, c'est parce qu'il a le talent de gérer ça, et c'est aussi parce que je pense qu'il a pris des risques, trouvé des trajectoires. Enfin, quand on le dit, hein, souvent, rouler sous la pluie, c'est quand même très différent. Il faut pas aller chercher la même trajectoire de course. Il faut avoir une autre intelligence de course. Et c'est vrai que ça a fait la différence. Effectivement, sur le sec, on serait un peu plus ennuyé. Ouais. Il y a peut-être aussi autre chose. On va pas faire la transition, mais enfin, on va quand même donner des bons points. J'ai mis mes bonnets d'âne la semaine dernière. J'aime pas faire ça, donc là, je mets les bons points. Franchement, cette Lamborghini, on sait qu'elle est un petit peu sur la défensive, j'allais dire, notamment en WEC, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus d'hypercars. Donc, déjà, Ouais. c'est plus compliqué de se faire une place au soleil. Mais là, surtout, j'ai eu une très très bonne interaction avec le hashtag qu'on met en place, tu sais, sur Automoto la chaîne, parce que j'ai eu le plaisir de commenter cette course avec Timothée Buret notamment. Et en fait, il y a un des spectateurs, je sais plus qui c'est, si c'est Strider ou si c'est un autre internaute, qui me rappelait que cette Lamborghini, elle est plus lourde Oui, que elle est plus ses lourde. petites Ouais. camarades. Et donc, est-ce que ça n'a pas aussi un petit peu joué en leur faveur, tant mieux, sous la pluie, parce que à la fois Romain Grosjean, qui a mené cette course, tu l'as dit, et Matteo Chiaroli étaient vraiment au rendez-vous. C'est dommage qu'il y ait eu une pénalité, en fait. Il y a eu une pénalité, alors je sais plus pourquoi, pour Alors, infraction, je crois, sous drapeau jaune, il me semble. non, en fait, de ce que Ah, moi j'ai lu, alors, non mais c'est intéressant, ça complète ce que tu dis. j'apprends Tu des vois, trucs. non bah écoute, en fait moi ce que j'ai lu, vous nous corrigerez parce que vous êtes les auditeurs. La chance qu'on a avec ce podcast, c'est qu'on a des auditeurs qui sont spécialistes, donc on se Oui, fait parfois d'ailleurs, corriger quand on dit des petites on- conneries. non, alors, quand on dit des petites conneries ou quand on donne notre avis, et c'est normal, on Mhm. peut aussi voilà, générer des petits commentaires. D'ailleurs, il y en a eu sur YouTube.
Et merci, parce que sur le rythme de la Toyota, etc. Enfin voilà, on vous encourage hein, évidemment que ce soit sur Twitter X à Ouais. nous mettre des petits commentaires. Merci d'ailleurs parce qu'il y avait des commentaires super positifs. Et puis pour partager voilà cette passion. Parenthèse refermée. Non, mais ouais, t'as raison. C'est Céline Louis, faut que je réponde d'ailleurs, hein, qui a laissé un message sur YouTube, effectivement, pour parler de la manche de Fuji, je crois. Mais moi, je voulais revenir, oui, sur la Lamborghini. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Ils sont quand même toujours dans cette montée en pression et en compétence. C'est la première année du programme. Hein. Ouais. Et en IMSA, c'est seulement la 3e course à laquelle le Lamborghini participait, puisqu'ils ont fait les essais de pré-saison. Ils ont même pas fait l'Aurore, je crois qu'ils ont fait des essais privés avant à Daytona. Oui, Peut-être qu'elle a participé alors au Aurore, Daytona, je sais plus. et ils ont aussi roulé, je crois, à Austin, mais en tout cas, ouais, ils n'ont Ouais. pas vraiment Mais participé à 100%. ils ont commencé à Sebring, et ensuite il y a eu Watkins Glen, je crois, et si je dis pas de bêtises, là Indianapolis, et donc ils seront au Petit Le Mans. Mais c'est seulement la 3e course en IMSA, et donc ça explique aussi cette pénalité, puisque pénalité, de ce que j'en ai lu, reçu parce qu'il y avait trop de membres de l'équipe, trop de mécaniciens qui intervenaient sur la voiture. Ça y est, c'est vrai. Parce que voilà, bah, c'est encore une fois, c'est des règles différentes entre l'IMSA et le WEC, entre le nombre de personnes qui peuvent toucher la voiture, le nombre de... Enfin voilà, comment on intervient pour changer les pneumatiques, etc. Et donc là, voilà, il y a eu ça, et donc drive-through derrière, qui a fait perdre tout l'avantage que Romain Grosjean avait récupéré sur la piste. Bon après... il y a pas, l'équipe peut s'en vouloir, mais il y a aussi eu après une connerie de Caldarelli, non, de Cairoli, je sais pas. Oh là là. Oui, mais elle est générée aussi par cette fameuse pénalité qui fait que la voiture, elle se retrouve loin, voire même à un tour, je crois, à un moment donné, quand Matteo Cairoli reprend le volant. Et donc, bah, forcément, tu es dans le trafic, tu prends plus de risques. Bon, là, il n'y avait pas vraiment besoin de prendre ce risque-là. J'ai pas compris ce qu'a fait Caldarelli. C'est un peu, je dois dire, le point faible quand même de ce trio-là, avec t'as du Romain Grosjean, du Matteo Cairoli, et on nous met Andrea Caldarelli qui, oui, ok, est impliqué beaucoup avec Lamborghini, mais ah là là, ça serait tellement bien de mettre un Jordan Pepper ou un autre pilote maison, si tu veux, de chez Lamborghini pour que ça roule bien, quoi. Là, il s'est jeté alors que, bah, on le sait, il a une GTP. Bon, c'était pas forcément intéressant, et c'est encore avec une Porsche, avec une Ford, pardon, avec une Ford comme en GTD, on l'a dit tout à l'heure. Enfin, non, mais c'est Pro. lui le point faible, comme tu dis, comme pour moi, Daniil Kvyat est le point faible aussi. Ah, tu trouves? Sur l'équipage WEC, ouais, je sais pas. Ah, c'est intéressant, parce que c'est lui qui a mis quand même la Lamborghini. C'est pareil, on parle de tendance et de dynamique. En WEC, c'est lui qui a mis la Lamborghini en hyperpole pour la première fois de l'histoire de Lamborghini. Ouais, je sais pas, mais c'est peut-être un truc physique que j'ai avec lui alors. Ah bon, d'accord. Non, mais je sais pas, j'ai du mal. Mais en tout cas, oui, comme tu dis, une pénalité et tout de suite ça a des conséquences énormes, surtout quand t'es sur un circuit où ça tourne en 1 minute 16, 1 minute 17, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que tu te prends une pénalité, un drive-through au Mans, bon, c'est pareil, c'est compensé, parce que le drive, enfin, la ligne des stands au Mans, elle est très longue. À Indianapolis, c'est pareil en même temps, ça dure une éternité de passer. Ah, c'est vrai. Donc, ouais, une pénalité, tu te retrouves direct à un tour, en fait. Hein. Et c'est ça, et d'ailleurs, à un moment donné, il y a eu cette problématique-là pour un autre constructeur, je crois que c'était Acura, en l'occurrence, qui ne voulait pas se retrouver à un tour, absolument pas, et je me demande si c'est pas Felipe Albuquerque dans la voiture. Les Acura, elles c'était pas si mal en termes de rythme, hein, on n'en parle pas vraiment. Franchement, je crois qu'elle pouvait même jouer le podium, devant oui. l'IBM à quelques... Ouais, et c'est ce que j'avais. Il n'était pas devant, mais il était justement en train de se battre. Et donc en fait, moi je pense que la victoire était possible après Sebring. Je pense que la victoire était possible pour Ludelletra. Et en fait, c'est encore une fois dans la gestion du trafic. Alors ça, c'est quand même assez compliqué à gérer parce que. Bah, on le sait, donc tu le disais, sur ce circuit d'Indianapolis, il y a toute une partie où c'est quand même assez compliqué de dépasser, notamment le petit pif-paf qui intervient au 4e virage, si tu veux. Ouais. Et en fait, Louis Delletra, avec sa GTP, était devant une GT qui était pilotée en plus par des pilotes pros, hein, par Chaz Mostert en l'occurrence, dans la Mercedes, qui pour le coup n'était pas pilotée par Jules Gounon. Mais il y a eu un petit contact. Et franchement, bah, on sait que généralement, quand il y a contact entre une GT et une proto, c'est le proto qui prend. Je sais pas si Louis Delletra a vraiment fait quelque chose de mal. Il était devant, oui, il a pris des risques, mais on joue une victoire, quoi. Et là, il a été pénalisé, et donc la voiture termine 8e, mais il y avait vraiment moyen de faire mieux pour cette Acura. Tandis que la 10 c'était pas trop dans le rythme, et donc, bah, en ne voulant pas perdre un tour, il a carrément coupé la ligne, et il n'y a pas eu de pénalité, j'ai pas compris. Il a coupé la ligne de sortie des stands. Je sais pas si c'est sur cette touchette ou une autre. Delletra, il a eu celle-ci, il a pas eu un autre contact avec une Ferrari, non ? Non.
Enfin, en Ok. tout cas, pas de. J'ai pas. Bon, J'ai alors pas suivi, moi, c'est vraiment. sur celle-ci alors Ouais, où ouais, sur il a la commenté Mercedes. après, il a expliqué que, parce qu'il était interviewé après, et bah, il a fait du Louis Delettra comme on le connaît, quoi, dans le texte, en disant j'ai pas vu ce que. Enfin, je vais regarder les images avant de dire c'est de sa faute ou c'est de la mienne. Il dit je vais regarder les images, je les ai pas encore vues, mais en tout cas, je pensais. Enfin, en gros, je sais plus les mots qu'il a employés, mais c'est quand même un mec qui est très intelligent et qui tout de suite. S'il a sa part de responsabilité, croyez-moi qu'il la prend et qu'il va aller s'excuser ou qu'il va reconnaître le truc. Enfin, c'est le genre de pilote qui a pas d'ego, qui a pas de mal à reconnaître ses erreurs quand il en fait. Et quand il va voir les images, tu vois, c'est un tennisman. Si tu vois le replay et qu'on voit que la balle elle est faute, oui, bah elle est faute. Ok, c'est bon. Je vais pas rester accroché pour, tu vois. Honnêtement, je dirais pas que c'est 100% l'un, 100% l'autre. Je pense que c'est vraiment entre les deux. À chaque fois, c'est la zone grise. Parce que on se met à la place de Chaz Mostert qui vient dans cette Mercedes. Ils se battent pour une bonne position en GTD Pro. Il va pas non plus trop lâcher parce qu'il se battait justement face à ses adversaires. On en a parlé avec Timothée Buret, cette difficulté pour les pilotes GT de à la fois se battre pour leur classement, de faire attention aux protos, que ce soit l'MP2 ou GTP. Là, pour le coup, oui, ça arrive au mauvais moment. Alors ok, peut-être que Louis, je suis même pas sûr, aurait pu ouvrir le volant et aller tout droit. Mais non, mais même pas, parce qu'il aurait décollé sur les vibreurs. Franchement, là pour le coup, c'est un incident qui est très difficile à juger. Je suis même pas sûr que j'aurais pu mettre une pénalité, franchement. Mais de toute façon, c'est ça. Il y a aussi le côté plus la compétition est intense au général dans la catégorie supérieure, plus ça met aussi une pression sur les catégories inférieures parce que tu te doutes bien que quand t'es au Mans ou Indianapolis, là, il y a quand même moins de GTP et aux 24 heures du Mans. Imaginez-vous un instant, vous avez réussi à faire fortune dans un domaine, je sais pas lequel, dans la pharmaceutique, dans la chimie, dans la pétrochimie, dans ce que vous voulez. Et vous arrivez à vous payer un volant en 24 heures du Mans, vous êtes en GTD, GT3, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. LMGT3, ouais, tout à fait. Ouais, LMGT3, bon. Et à un moment, au bout de 4 tours de course, 5 tours de course, tu vois arriver 20 GTP derrière toi. Je pense qu'il faut être... accroché. Au niveau des virages Porsche, tu vois, t'as l'entrée des virages Porsche et derrière tu vois tous Au les hasard. GTP arriver. Je pense qu'il faut vraiment être bien accroché, enfin faut être prêt quoi. Et non, en mais fait, c'est dingue. cette compétition, ça met de la pression. Ce niveau de compétition poussé avec des constructeurs, c'est pas comme si c'était pareil, des gentlemen ou quelques marques un peu éclatées qui se battaient. Là, t'as quand même parmi les plus grands constructeurs au monde, si ce n'est les plus grands constructeurs au monde, hein, clairement, quand on parle de Toyota, BM, Porsche, etc. Enfin, voilà. Et ça met une pression de dingue sur les catégories inférieures. Et encore une fois, on parle d'un moment de course où c'est ultra tendu entre pilotes pro. Hein. C'est même pas des pilotes qui sont pas expérimentés. Et donc c'est encore difficile. Là aussi, mais ça vient peut-être du tracé d'Indianapolis sur cette partie infield qui a été un peu modifiée depuis belle lurette, depuis que le circuit avait été présenté pour la F1, évidemment. Et ça génère des petites choses. C'est vrai qu'à un moment donné, même les deux BMW en fait ont profité du trafic et on a failli avoir un changement de leader alors que je pense qu'il y avait un pacte quand même de non-agression qui avait été demandé parce qu'il y a tellement de trafic à un moment donné qu'il faut passer à gauche, à droite, au milieu et on ne sait plus où passer et ça devient assez compliqué. Mais en tout cas, ça a dynamisé un peu la fin de course. C'est vraiment dommage pour Acura et cette numéro 40 en fait qui, c'est fou, mais devient la favorite de ces Acura, même si maintenant, on le sait, hein, l'année prochaine, Acura sera exploité par Meyer Shank. Donc c'est plus des Acura que l'équipe de Wayne Taylor aura, mais bien des Cadillac. Et on va voir si les équipages vont rester les mêmes. Mais je pense que Louis Delettra est un élément qu'il va falloir surveiller et savoir s'il n'irait pas ailleurs. Je pense qu'il va rester chez Wayne Taylor. Mais franchement, dans cette 40, il a dynamisé le truc. Il a quand même réussi à mettre sous les noir, comme on dit, la numéro 10, alors que c'était elle qu'on voyait tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et après, il a un bon duo quand même avec Jordan Taylor aussi. Il est sur mais sur la bonne, quoi, on va dire. C'est vrai. Bon, enfin, moi, je mets Louis Delettra et Philippe Albuquerque. Je pense que ça peut gagner toutes les courses. Hein. Ouais, mais je pense qu'il veut répartir ses frères ses fils, pardon, pour avoir une chance de victoire entre Ricky et Jordan. C'est vrai. Non, après, c'est pas des mauvais équipages. C'est comme les Japonais chez Toyota, quoi. Tu vois, c'est comme les Japonais chez Toyota. Là, c'est les Taylor, il en faut un sur chaque bagnole, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu ça, mais bon, des fois, ça peut faire des conneries. Si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, on parle vraiment de tous les constructeurs parce que je crois quand même qu'on peut le dire, Ouais. avec les conditions météo, encore une fois. Je crois bien que 9 des 10 GTP ont mené la course Mhm. à un moment donné. Donc ça, c'est quand même dingue. Et on a même vu des super performances. Et d'ailleurs, on peut la saluer, cette performance, la meilleure de cette saison et le meilleur résultat pour la Porsche JDC Miller, qui termine Oui. quatrième avec Tymon Van Der Helm et avec Richard Westbrook. Franchement, on les attendait pas là, hein. Ah, je croyais que t'allais charger le pauvre Richard Westbrook parce que J'aurais pu. non, non, mais c'est une Porsche. C'est la Porsche jaune. C'est celle où Jenson Button avait, je sais que tu l'adores, avait commencé son rallye d'endurance. Enfin, c'est là où il est revenu un peu à la compétition en GTP en tout cas. Rallye parce qu'il est allé hors piste ou? Ah, un petit peu, ouais. C'était l'année dernière. Je sais plus si c'était à Road America ou un truc comme ça. En tout cas, c'était la première fois qu'il pilotait une GTP. C'était chez JDC Miller. Et ouais, il y a cette performance-là. Et aussi, moi, une autre que j'ai envie de montrer. C'est chez Proton. Alors, je crois que c'est la Porsche Proton qui, justement, est la seule à ne pas avoir mené. Oui. Peut-être que je me trompe, mais. Et le meilleur tour en course est signé Gian Maria Bruni. Non, mais. Parce que dans le genre, avoir un doublé BMW, déjà, ça, c'est quand même surprenant. Ouais. Avoir la Porsche JDC, comme tu dis, au pied du podium, et surtout à 20 secondes, au final, hein, vraiment, elle est tout près du but, quoi. Et le meilleur tour en course signé Gian Maria Bruni, oh, c'est. Ok, pourquoi Ah pas. non mais attends, moi je dois dire quand même que cet équipage il fait envie, hein. Gianmaria Bruni, Ben Viscal et Alessio Picariello qui Ouais, revenaient ouais. là, ça fait combien de temps qu'il a pas roulé dans une GTP? Bah, il est incroyable ce pilote, franchement à un moment donné il était en passe de se battre pour le top 5 je crois. Enfin, et il résistait, c'est ça que je veux dire. Vraiment, moi je pense à Alessio, je pense à Julien Lower. Tu vois c'est pareil, je fais le parallèle. Ok, Franchement je trouve ok. que ces deux ils sont incroyables. Et ouais, non, mais carrément, bon équipage. Et Gian Maria Bruni, je rigole, je dis ça parce que. Petit père, je sais pas quel âge il a, mais il est plus tout jeune. Mais non, mais c'est quand même le gars qui avait le record du tour aux 24 heures du Mans en GTE Pro 2018, la pole position, en 1,46 ou 47, quelque chose comme ça. Enfin, un temps qui était vraiment stratosphérique. Et 3,46 hein. oui, oui, oui. J'ai dit quoi? Oui. Sinon, il aurait coupé à un moment donné. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit? 1,46. Non, 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 non. J'ai juste dit les secondes. J'ai dit 46. Bref, peu importe. Oh, D'accord, d'accord. je couperai au montage ça. On Et, bipera. et du coup, non, mais comme tu dis, j'aime bien cet équipage parce que avec Picariello et avec Viscal, moi j'aime beaucoup Viscal aussi sur ce côté. Moi aussi. On l'a déjà dit plein de fois, il me fait penser à des pilotes très typés monoplace et qui ont une approche de mercenaires de la course. J'en avais déjà parlé avec Tristan Gomandi, je sais que tu l'apprécies. C'est un Ouais. peu ces mecs qui ont une pointe de vitesse de dingue, qui ont cette dose assez importante quand même de penser à eux, d'être assez nombrilistes, entre guillemets, mais aussi très généreux sur le partage quand on est en endurance, mais qui ont cette recherche personnelle d'être le meilleur et d'aller le plus haut, quoi. Et Ben Viscal, clairement, je le mettrais dans ma liste de pilotes qu'il faut recruter sur une GTP officielle, enfin sur une hypercar officielle l'année prochaine, quoi. Il va falloir l'exploiter parce que il était en F2, il est toujours en F2, non? Non, il est était toujours en F3, je crois. Non, F3, je sais pardon, même pas F3, je ok, sais même ouais. pas s'il a fait de la F2, mais en tout cas, il était aux portes, effectivement, de la Ouais. Formule 1, entre guillemets. Et ouais, je pense que c'est vraiment un profil qu'il va falloir exploiter parce qu'il sait faire des performances incroyables, quoi. Bon, là, c'est Bruni qui repart avec le meilleur tour. Franchement, bravo. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, non, mais cette course, elle était vraiment intéressante à plus d'un titre. Et j'allais dire aussi, on va quand même bah, se surprendre à se dire que la Cadillac numéro 01 était Mm. encore en lice pour la victoire. Et puis, bah, aux mains de Ranger van der Zandt, elle a perdu la première position, elle bloquait les roues. Je sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un contact ou pas. À la fin du relais de van der Zandt, il a perdu pied. Il passe la main à Sébastien Bourdet, et là, le chat noir est monté dans la voiture aussi. Et là, Mm. crevaison dans le premier tour de sortie, mais c'est pas possible, Et ouais, franchement. Seb Bourdet a dit qu'il savait pas ce qui s'était passé, si c'est un débris, si c'est suite à un contact. En fait, ils ont pas l'info de ce qui. Mais en tout cas, oui, ça, crevaison à l'arrière. C'est Et bon, dingue bah parce que voilà, après, cette tu perds Cadillac, toute vitesse, franchement, quoi. elle était dans le rythme. Pas forcément Ah la bah oui. 31, qui a elle aussi connu un problème, et un problème mécanique qui a été rédhibitoire d'ailleurs pour Aitken et Derani. Mais Bourdet, Van der Zandt, je le disais avant la course, ils étaient pas à petite distance, mais il y avait moyen de jouer le titre. Là, pour le coup, maintenant, c'est terminé, on peut le dire, hein, parce que les chances de victoire et de titre
pour cette équipe, c'est quoi? Il faut que la Porsche numéro 7 fasse un tour en marche arrière et sur 3 roues, et que la numéro 6 fasse un tonneau. Non mais... Ouais, alors j'ai pas tout compris. On s'est, vous donner un peu les confidences, avant qu'on lance l'enregistrement, on s'est retrouvé avec Anthony sur la page qui explique la distribution des points en IMSA. Et on n'a rien compris. Et je vous avoue que j'ai pas vu de truc aussi compliqué que depuis que je passais mon bac. Parce que c'est des poignées de points, des milliers de points, et c'est même des points pour la qualif. Et donc là, apparemment, moi, de ce que j'ai lu, je crois que j'ai lu ça chez nos copains de Sportscar 365, chez John Daggis. En gros, pour que Porsche ait le titre, il leur suffit qu'une de leurs voitures prenne le départ. C'est ça. Donc, peu importe la place de qualification, même ils se qualifient vraiment à l'arrière du fil. Attends, c'est des même GTP. pire que ça. C'est-à-dire qu'il faut que la Cadillac de Ganassi fasse pole, victoire, et que les deux n'aillent pas sur la grille de départ de Petit Le Mans, les deux Porsche. Non, c'est pas possible. Ouais, donc, ouais. Et puis, il faut qu'il y ait une lune, enfin, bref, non. Donc, c'est mort. Donc, ça sera à Porsche. Mais par contre, leur système de points. Pardon, prenons une petite parenthèse 2 secondes. J'ai pas trop fait de digression aujourd'hui, donc je fais la première. Non, c'est vrai. Le système de points de l'IMSA, pardon, à revoir. Mais il faut qu'on revoie ça. Parce que, alors, ça a beau être soi-disant le plus beau championnat d'endurance, donc je suis toujours pas d'accord avec ça, mais pourquoi pas. Le WEC a clairement franchi un step récemment. Ouais. Et le système de points, ce qui est quand même fou, je vous donne un exemple. Là, je vous donne à jour le classement en catégorie GTP des pilotes. Le classement, l'équipage qui peut devenir champion. Donc, en l'occurrence, on l'a dit, Dan Cameron et Felipe Nasser sur la Porsche qui sont en tête du classement. Et oui, ils ont gardé la première place. Voilà, ils ont 2630 points. Bon, après, pourquoi pas des systèmes avec beaucoup de points, ça existe. Effectivement, ça choque quand on est habitué à la Formule 1, quand on est habitué à d'autres disciplines, mais pourquoi pas. Derrière, il y a Mathieu Jaminet et Nick Tandy qui sont à 2616 points, donc très proches. Et par contre, si on s'intéresse que au classement du Michelin Endurance Challenge, donc c'est-à-dire uniquement les courses longues, uniquement les courses d'endurance, Dan Cameron et Felipe Nasser sont toujours en tête. Là, ils ont 37 points. Ah, ça c'est bien Michelin. Comment tu passes d'un système... Non mais c'est à l'européenne. C'est à l'européenne, tu vois, là on se croirait en WEC. Et en plus, ça aboutit, ce truc complètement décalé, ça aboutit à donner un classement qui n'est pas le même que le classement... Ah bah non, puisqu'il tient compte des 24 heures de Daytona, des 12 heures de Sebring, des 6 heures de Watkins Glen, des 6 heures d'Indianapolis et de Petit Le Mans. Mais je sais pas si vraiment c'est un titre honorifique, cette Michelin Endurance Cup. Ce que je veux dire, c'est que y a un côté logique, effectivement, que le classement que sur les courses d'endurance par rapport au classement sur toute la saison ne soit pas exactement le même, puisque les performances peuvent effectivement être différentes. Mais il y a un souci de pondération, quoi. C'est-à-dire que les courses d'endurance sont traitées de manière... il y a deux choses où il faut que l'IMSA se réveille un petit peu et il regarde du côté du WEC, à mon sens, et de la FIA et de la CO. C'est le système de points et de classement. Il faut mettre des coefficients comme c'est le cas en WEC, il faut simplifier pour que ça soit plus lisible, parce que là, ça devient ridicule. Et puis le problème, c'est ça, t'as raison, c'est que tu gagnes 350 points si tu gagnes une course de 24 heures ou si tu gagnes une course de 2h40. Non mais c'est pas cohérent. Et c'est quand même pas le même effort, il me semble. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je vais t'emmener, à mon avis, là, je vais te lâcher là-dessus pendant 5 minutes. le deuxième point qui, pour moi, est flagrant, c'est aussi la gestion des drapeaux jaunes. C'est-à-dire que les Américains ont totalement oublié que tu pouvais mettre un drapeau jaune local, quoi. Juste dans la zone où il y a un débris sur la piste, ou dans la zone où il y a une voiture à sortir. En fait, à une époque, aux 24 heures du Mans, pas si lointaine, hein, tu pouvais te pointer, il y avait des commissaires en combi un peu serrés, ils sortaient, ils mettaient leur drapeau, et puis on faisait attention dans cette zone-là, et après on pouvait réaccélérer, drapeau vert, et c'était reparti. Maintenant, c'est beaucoup mieux géré, c'est beaucoup plus encadré, on va te faire une slow zone au pire, bon. Donc next slow zone, sortie de la slow zone, comme ça les gens peuvent intervenir de manière plus sécurisée. Les commissaires au passage sont un peu plus fit qu'à l'époque. Voilà, ça s'est professionnalisé, ça s'est structuré, et ils font un boulot de dingue. Parce on leur a donné des conditions de sécurité. Moi, j'ai vu des interventions vraiment, je te jure, aux 24 heures du Mans, très très chaudes. Où, pas à risquer leur vie, mais pas loin. Mais tu sais, quand même, moi je dois quand même rebondir, même quand on passe à 80, bien sûr, j'ai parlé avec des commissaires. Ah bah attends, mais ça reste, t'imagines, t'es à côté d'une route nationale et il faut que tu traverses. Bah c'est pas non plus facile, quoi. Quand on traverse la ligne des stands, la ligne de la fast lane dans les stands,
Oui. C'est déjà intimidant puisque c'est quand même pas des Twingo ou des Mégane qui te passent, hein, c'est quand même des voitures avec des lames en carbone devant, donc c'est quand même intimidant. Et quand tu fais une intervention, quand t'es un commissaire, je crois que je sais même pas si on l'a déjà fait, mais enfin voilà, le boulot des commissaires, il est quand même à saluer, il est incroyable. Ils ont aujourd'hui, je trouve, des conditions de communication. C'est là-dessus que ça a beaucoup progressé aussi. C'est vrai. De communication et de présentation des drapeaux avec des LED, des trucs automatisés, qu'ils font ça super bien. Mais par contre, en IMSA, ils ont totalement oublié qu'ils pouvaient déclencher juste des jaunes en local. Eh oui, mais c'est plus la course à l'américaine. Ah ouais, tu mais vois mais non. Eh c'est oui. pas possible. C'est plus Non, possible. la seule chose, c'est vrai qu'ils ont leur procédure, et de toute façon, la direction de course, ils peuvent pas faire grand-chose. Quand ils lancent la procédure longue, j'allais dire, quand on n'est pas loin d'un arrêt au stand, là, ça veut dire qu'on est parti pour 40 minutes, quoi. Ah ouais, C'est-à-dire que non. il va y avoir le drapeau jaune, on regroupe les voitures, ensuite on fait rentrer les protos, puis ensuite on fait rentrer les GT, puis ensuite on a le wave-by, enfin c'est pas le wave-by, je sais plus comment ça s'appelle, le class split, et puis ensuite on les remet dans l'ordre, et donc ensuite on se prépare à la relance, mais ensuite on se... Oh putain, Mais regarde, non mais c'est pas vrai. l'ACO et la FIA, ils se sont fait matrixer un peu, je pense, par ça, et ils ont eu un moment, ils se sont dit, putain, les Américains ont raison, si on veut que les 24 heures du Mans du centenaire 2023 soient une réussite, il faut qu'on utilise leur système où toutes les bagnoles sont toujours au contact. Donc on va mettre en place ce système de safety car, de passer-hand, de machin. C'était un enfer 2023. C'est très simple, hein. Vous regardez les 24 heures du Mans 2023, départ, les Toyota qui passent, il y a la sortie de Aitken, donc ça met des débris partout, la piste est sale. Safety car, ça dure 1 heure. La première heure de course, c'est du safety. C'était galère et en plus une procédure longue qui ne servait absolument à rien puisque il n'y avait pas de passer-hand ou de machin à faire. Tout le monde était dans l'ordre de départ, donc il n'y avait pas mon leader est derrière moi. Bah non, le leader est devant toi. Enfin, c'est dans le même tour. Donc Non, mais puis attends, l'autre problème, et c'est ce qui s'est passé un peu à Indianapolis, c'est que à force de rouler dans des conditions moins rapides, t'évacues pas l'eau. Donc aussi. forcément, c'est une situation qui s'empire. En fait, c'est un cercle vicieux parce que même s'il pleut un tout petit peu, bah oui, mais il pleut un tout petit peu et donc les voitures, elles évacuent rien à 80 km/h et donc tu relances pas la course. On l'a eu à Watkins Glen, ça c'était risible. Tu vois, donc c'est pour ça. Oui, t'as raison, tu m'as lancé sur ce sujet, c'est vrai. Non mais tu vois, et la CO du coup, pardon, juste pour finir, parce que là on a l'impression que 2023, ils ont eu un système avec des safety cars qui étaient clairement nuls. On passe le bonjour à Laurent Mercier d'Endurance Info, et qui avait fait une super vidéo d'explication avec des miniatures, je me souviens, pour expliquer la règle du safety car. Même l'explication n'était pas bonne, il y avait une erreur dedans tellement... Alors que, je veux te dire, ils ont dû retourner le truc dans tous les sens pour vraiment bien l'expliquer et être pédagogique, mais même un spécialiste faisait une erreur. Enfin, c'était un bordel complet. Ils se sont rendus compte que c'était une erreur, ils ont corrigé, et maintenant, je le dis, pour moi, le système de gestion des full course yellow, des slow zones, etc., en WEC est la référence. Enfin, pour moi, c'est là-dessus qu'il faut tendre. Mais clairement, ils ont trouvé le système qui permet aux commissaires d'intervenir en sécurité, aux pilotes de savoir ce qui va se passer, mais de pas se dire on part pendant 40 minutes sur du yellow. Ils ont trouvé le bon équilibre. C'est toujours discutable, il y a toujours des trucs où tu te dis mais pourquoi ils sortent un full course yellow Parce que c'est comme ça, on sera toujours critique ou on peut ne pas... Et rappelez-vous que vous n'avez pas toutes les infos pour juger, hein. Il n'y a que la direction de course et tout le collège des commissaires qui ont les infos pour pouvoir prendre des décisions qui sont adaptées. Mais en tout cas, pour moi, le WEC est devenu le nouveau standard à atteindre, quoi. Et l'IMSA, il va falloir qu'il se réveille là-dessus. Je suis d'accord. Après, il y a des procédures, justement. Une fois que tu lances ta procédure, après, t'es bloqué. Je veux dire, voilà, il y a des choses. Par contre, ne pourrait-il pas, aux États-Unis, faire des procédures où on se dit, voilà, il y a possibilité avorter. Ouais. Tu vois, parce que là, en fait, ce qui s'est passé, on l'a eu à Atkins Glen, et donc je vais finir là-dessus, mais... c'est-à-dire qu'on roulait sous drapeau jaune, puis après, à force de rouler sous drapeau jaune, la piste devenait de plus en plus humide, etc. On met le rouge, carrément, donc là, on roule plus. Donc là, il y a de l'eau qui tombe, et on n'a pas failli avoir de fin de course à Watkins Glen, parce que justement, on avait peur de relancer la course parce que c'était une patinoire. Ah bah oui, mais d'accord. Donc parce que, en fait, c'était une trop longue interruption sous drapeau jaune. Et là, à Indianapolis, c'était ça au début de course. C'est-à-dire qu'il y a eu le départ, et puis hop, assez rapidement, drapeau jaune, et là, pendant 1 heure, on a roulé sous drapeau jaune. C'est vrai que c'est incompréhensible et c'est beaucoup trop long. Et c'est pareil, comme tu disais, justement, il y a des fois où finalement il n'y a plus de voiture qui est en difficulté. On a lancé la procédure, ça se passe aussi en Europe, hein, et on se retrouve sous drapeau jaune pour rien, parce qu'il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça, il va falloir qu'ils revoient un peu leur procédure là-dessus. Et puis. Après, je comprends aussi que c'est une question de sécurité aussi quand il y a les arrêts au stand, tu vois, parce qu'ils font des arrêts au stand séparés entre GT et Proto.
Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Par contre, du coup, il y a des GT qui se font pénaliser. Ça a été le cas pour Paul Miller Racing. Ils sont rentrés alors qu'on demandait aux protos de venir. Ils ont fait un emergency pit stop, oui, mais ils n'avaient pas le droit. Donc, pénalité. Et là, pour le coup, ça chiffrait dur parce que je crois que c'était un stop and go d'une minute ou quelque chose comme ça. Bon, ça génère des problèmes. Moi, je suis pas fan quand même de ces longues procédures. Maintenant, je me dis qu'une course d'IMSA sans safety car et avec des zones slow, je pense que c'est plus une course d'IMSA en fait. Bah, moi, je pense que ça pourrait être une course d'IMSA. C'est juste qu'il va falloir qu'il peut-être être. Mais ça va pas te plaire, mais qu'il fasse un peu plus comme la FIA et comme la CO, c'est-à-dire à jouer avec la balance de performance et à trouver un système pour que les voitures soient toujours roue dans roue, mais à la régulière, entre guillemets. Hein, quand je dis à la régulière, oui, la BOP fait que c'est pas à la régulière, mais enfin avec ce système de performance équilibrée, plutôt qu'à la faveur d'un drapeau, quoi. Parce que là, t'as quand même Ils le font un peu. Là, c'est pas le cas à Indianapolis, il y avait cette notion de sécurité. Et comme tu dis, et en plus, c'est culturel. Les ricains, dès qu'il y a de la flotte, oh là, attendez, il y a peut-être un orage qui arrive. Non, non, c'est juste de la pluie. Bon, on va voir si on roule quand même. Bah, enfin. Nous, en Europe, on est habitué à ce qu'il pleuve, donc c'est un peu différent. Mais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Il va falloir trouver ces. Ah putain, je sais plus ce que je voulais dire. Merde, tu vois, je me suis emporté tout seul à faire une blague. Bref, faut qu'il se bouge, quoi. Voilà, c'est tout. C'est le résumé. Voilà, on va envoyer ça à John Doolan, à toute la bande. Voilà, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Non, mais après, ça fait des belles courses, c'est sûr. Moi, ce que je reproche, voilà, c'est ce système de points où en fait on n'y comprend rien parce que tu as une course de 2h40 et une course de 24 heures qui rapportent pareil. Bon, après, cela dit, la photo que tu fais du championnat où tu vois les deux Porsche qui sont en tête et séparés de très peu, c'est assez fidèle à ce qui s'est passé. C'est cohérent avec la Cadillac, comme tu disais, qui est au contact, avec les Acura un peu décrochés, mais pas si loin finalement. Non, c'est assez cohérent, mais. Je trouve ça marrant d'avoir des points comme si t'étais au casino, là, 2630 points, c'est délirant, quoi. Et attends, alors du coup, on va quand même parler des Porsche, parce qu'on a parlé de BMW qui s'impose et qui fait le doublé. L'année dernière, c'était Porsche qui faisait le doublé sur une course Indianapolis sur 2h40. Et là, on s'est dit à un moment donné, et comme les points, j'y comprends rien, bah, du coup, même en direct, j'étais persuadé que la Porsche numéro 6 allait repasser devant. La Porsche numéro 7 qui a connu plein de galères, qui a quand même eu un début de course, et c'était pas des galères au niveau de la voiture et au niveau de la fiabilité, c'était plutôt un Felipe Nasser qui était un peu chaud bouillant, qui nous a fait quelques petites conneries. Et c'est quand même fou parce que c'est le gars qui mène le championnat avec Dan Cameron et tu te dis mais c'est pas possible. Alors oui, les conditions étaient difficiles, mais passer à l'extérieur du virage 2 alors qu'il y a déjà quelques boules de gomme, passer une GT dans le sale, bon bah oui, bien sûr que ça va à l'extérieur et que tu vas dans le sable. Enfin, à un moment, c'était normal. Donc il y a peut-être eu un petit côté empressement, je dirais. Et à un moment, ils étaient revenus dans le match et puis là, problème de direction assistée et là, il a terminé la course, Felipe Nasser, avec des bras de camionneur. Ouais. Ah, non mais c'est incroyable. Bravo à lui quand même s'il était à 8 secondes des temps. C'est-à-dire que ça se battait face à la Cadillac de Sébastien Bourdet qui, elle, avait perdu 3 tours, je crois, sur la crevaison. Donc bon, la Porsche numéro 7 quand même sauve la 9e place, sauve la première place qu'il n'avait pas quittée depuis la première course de la saison à Daytona. Et donc ça va faire un final de fou entre Cameron Nasser et Jaminet Andy. Bon, évidemment, en tant que chauvin, on espérerait bien un titre pour Mathieu Jaminet, hein, mais ça va être serré. Il n'y a plus que, tu l'as dit, 14 points, je crois, d'écart entre les deux voitures. Ouais, j'aimerais bien. Et puis chauvin, et puis aussi parce que j'aime bien Nick Tandy, je t'avoue que je verrais bien cette Porsche gagner, ça serait cool. Donc, la 6 encore, hein. C'est le 6 peut-être qui, après le WEC, où on pense quand même que Kevin Estre, Lorenz Vanthoor et André Lotterer vont décrocher le titre cette année, eh ben, ça pourrait être un double 6 pour Porsche. Ouais, et puis voilà, ça serait aussi la. Enfin, alors, je connais pas l'âge de tous les pilotes, je t'avoue, mais tu vois, André Lotterer, où il y a quand même ce côté. Allez, pilote un peu âgé, tout le monde rigole là-dessus, tout le monde le chambre là-dessus, et lui-même en rigole. De redevenir champion du monde, ça serait fou. Nick Tandy, il a 40 ans cette année aussi, hein, donc tu vois, on n'est pas sur le mec le plus jeune du plateau. Non, mais c'est vrai que. Aussi, quoi. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, et c'est en parlant dans le commentaire avec Timothée Buret qu'on s'en est rendu compte, mais il y a pas mal de pilotes finalement qui ont plus de 40 ans et qui sont encore ultra fit, ultra rapides. Je pense à Sébastien Bourdet, bien sûr. Bien sûr. Mais tu vois, Gian Maria Bruni, il est encore là. Oui. T'as même Neliani en WEC, je pense à Proton. Enfin, tu vois, t'as des pilotes comme ça qui approchent des 40 ans ou ont dépassé les 40 ans et qui sont encore ultra rapides et qui sont vraiment finalement un phare dans la nuit, j'allais dire, pour les jeunes pilotes. Beau. C'est ouais, sympa. Puis qui font aussi cette transition, pour certains en tout cas,
cette transition entre les LMP1 de l'époque et les hypercars. Je pense à Tandy qui a gagné évidemment aux 24 heures du Mans à l'époque avec Porsche dans le programme 919. André Lauter n'a pas eu cette chance de gagner avec Porsche, mais tu vois, c'est pareil, cette transition entre deux époques qui sont assez différentes, mais finalement assez proches aussi, donc c'est marrant, quoi. Ça fait Ouais, c'est vrai. passerelle. Non, mais en tout cas, on s'est régalé. Moi, je trouve, même dans ce débrief, là, on va passer à la catégorie LMP2, hein, évidemment, parce que ça a été aussi disputé. Mais en GTP, franchement, très, très bien comme scénario. Doublé donc BMW, ça c'est quand même incroyable. La dernière victoire de Heng, c'était en 2020 à Daytona. La dernière victoire de Jesse Krohn, c'était en 2019, pareil à Daytona. Aussi. Donc, Ouais. ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas gagné. Heureusement, finalement, qu'ils ont fait ce pari de prendre des pneus slick au bon moment. Avec Guenel Longy, on disait, mais là, c'est le moment de passer les pneus slick. Eh ben, ils l'ont fait et ils ont été récompensés. Ça aurait pu complètement se casser la figure, j'allais dire, cette stratégie, mais tant mieux. Et puis, ils ont été en mesure de tenir jusqu'au bout. Certes, avec un peu une aide du destin, j'allais dire, que ce soit la crevaison de la Cadillac ou la voiture de chez la Porsche et puis la Cura, numéro 40. Qui a été pénalisé. Voilà, je vais dire, ça a facilité leur travail, mais tout de même, ils étaient là et donc on va les attendre de pied ferme à Petit Le Mans. Ça sera la grande finale et ça sera dans la nuit du 12 octobre au 13 octobre. Donc ça sera à suivre en direct sur Automoto la chaîne aussi. Et on va se régaler, je pense, hein. J'espère en tout cas. Ça va être. Ça va être costaud. Alors en LMP2, moi je suis bien content parce que on parlait de français. Il y a encore un français qui se distingue et c'est très beau de sa part. C'est le 3e podium de la saison pour Tom Dillman, pour Nick Bull et Jakub Smikowski qui venaient prêter main forte ce week-end. 2e place. Ils pouvaient pas faire beaucoup mieux. Je sais pas vraiment pourquoi ils ont perdu la première place à un moment donné, mais ils tirent les marrons du feu en fait avec leurs adversaires qui ont eu des soucis. Je pense notamment à l'équipe United Autosport qui avait gagné avec Kurt Lake avec la numéro 2, avec Hanley et Keating et qui là était nulle part. Felipe Fraga, Gar Robinson et Josh Burdon qui est parti en travers plusieurs fois termine 5e. Donc voilà, double bonne opération pour Tom Dillman qui reste en première position de ce classement en général. Est-ce qu'on peut avoir un titre LMP2 d'un Français? Je pense que c'est bien parti, donc à voir. Et puis victoire française, tu l'as bien noté, TDS Racing qui gagne. Ouais, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est une catégorie LMP2, alors c'est assez logique, où il y a beaucoup de pilotes américains engagés. En fait, c'est un peu comme l'European Le Mans Series ou le LMP2, la top catégorie, il y a beaucoup de pilotes européens. Là, il y a beaucoup de pilotes US qui sont engagés parce que c'est leur compétition nationale, on va dire, et c'est plus simple d'accès que le GTP quand t'es pas un pilote pro, quand t'es un pilote en accession, quoi. Et donc, quand tu regardes depuis le début de la saison, parce que tu faisais ça tout à l'heure, on regardait un peu, on essaie de prendre du recul et de voir depuis le début de la saison, il y a beaucoup de pilotes ricains qui gagnent, et en fait, il y a les autres nationalités derrière qui suivent, c'est les Danois et les Français. Les Danois, puisque là, on a Michael Jensen qui a gagné, pilote Peugeot quand même du programme en hypercar, et avant lui, il y avait Niklas Nielsen qui avait déjà gagné, et Rasmussen aussi qui avait gagné à Daytona. Donc, tu as 3 Danois différents qui ont gagné cette saison à l'MP2, et en français, c'est pareil, tu as 3 vainqueurs différents, on va dire. Si je dis pas... non, 2, pardon. Ouais, 2. Ah, tiens, je me suis gouré dans ma stat. Mince. Mais t'as 3 Français, voilà. Si, j'ai raison. T'as l'équipe TDS, voilà, ça fait une entité française, on va dire. Et sinon, t'as Tom Dillman, comme tu l'as cité, et t'as Lilou Wadou qui a gagné à Watkins Glen. Donc ça fait 2 Français, 2 pilotes français. C'est vrai. Et Paul Louchatin, qui se battait pour le podium, mais qui a eu combien 3, alors c'est pas que lui, hein, mais la voiture, la 99, a eu 3 drive-through. Et ils arrivent quand même à terminer 4e, non, c'est dingue, c'est dingue. Et en plus, à la fin, cette voiture, elle se fait sortir, c'est Matt Brabham qui était au volant, elle se fait sortir par un Niklas Nielsen qui, lui, voulait revenir dans le tour et donc attaquer. Là, il n'y a pas cette histoire de drapeau bleu comme en WEC. Je refaisais référence à la Toyota qui s'était fait pénaliser à Fuji. Et là, pour le coup, c'est même frustrant et assez... comment dire, difficile à vivre, même de la part d'un spectateur. C'est vrai que étant européen, quand je vois un pilote qui ne rend pas sa place alors qu'il est devant le leader ou qui joue sa vie face au leader justement qui est juste derrière et qui attaque, c'est vrai que ça fait peur, hein. Ça fait des sueurs froides et d'ailleurs ça a coûté cher à cette voiture 99 qui se fait pousser par une voiture qui en fait ne joue même pas la place, quoi. Ouais. Et ça c'est un peu limite. Notre ami Luis Perez Compound, ça fait du Luis Perez Compound, non? Du rallye. Ouais, c'est ça, comme d'hab. Hein, j'ai cru le voir. Dédicace si tu nous écoutes. Ah lui il est formidable. Hein.
Il en plante, hein. Il en plante quand même. Hein. Je pense qu'il a redessiné le circuit d'Indianapolis, hein, tout simplement à lui seul. Hein. Il a fait du tour Joker. Élargir un petit peu un endroit. Non, mais c'est fou parce que, enfin, non, j'ai pas le temps pour faire ça. Mais il faudrait, si vous avez envie de faire ça, vous, si vous avez le temps, ça serait génial. Il faudrait faire une compile des sorties de José María Lopez. Ça fait des années que je le dis. Il faudrait le faire. Et je pense qu'on commence à avoir de la matière sur Luis Pérez Companys aussi. Ne serait-ce pas le gène argentin qui... Putain, c'est vrai. Ah putain, oui, c'est vrai, ils sont argentins tous les deux. Non, parce que Pérez Companys, entre la Ferrari qui met sur le toit au premier virage à Sebring, enfin, là c'est pas méchant, mais enfin, c'est... Voilà. Et puis après, on lancera aussi les vidéos, les compiles Cadillac, Jack Aitken, tout ça. Enfin... Aïe. Ah oui. Mais en tout cas, ouais, Luis Pérez Companys, il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses. Bon, après, ça reste le pilote gentleman de l'équipage. Oui. C'est sûr que c'était pas simple dans ces conditions-là. Et puis tu parlais d'Elou Wadou, mais elle n'était pas là ce week-end. Non. Et finalement, elle a peut-être manqué aussi à cette équipe. Hein. Voilà, il termine 6e avec donc Niklas Nielsen, avec Luis Pérez Companys et avec l'autre pilote, c'est Dylan Murray qui faisait une petite pige. Moi, ce que j'avais envie d'évoquer, c'est finalement TDS et la pénalité qu'ils ont eue, parce qu'ils ont eu des pénalités. Ils ont fait un changement de place dans un wave-by sous drapeau jaune, alors que c'était pas autorisé. Mais c'était pas les seuls. Il y a plein de LMP2 qui ont été pénalisés. C'est ça qui me fait rire. C'est-à-dire que comme c'est à l'appréciation de chaque équipe, et ben du coup il peut y avoir des images comme ça, c'est-à-dire ouais, allez vas-y on va se replacer, ah bah non en fait on pouvait pas dépasser un tel et machin, donc c'est aussi compliqué finalement de s'en sortir pour les ingénieurs. Et mais bon, jusqu'au bout. Ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. C'est pas de la course, quoi. C'est vraiment des trucs. Je sais. Avoir des pénalités pour des trucs comme ça, je trouve ça. Enfin, ouais, c'est nul comme règle. Faut revoir aussi, quoi. Il y a un truc qui va t'intéresser. C'est le Jim Truman Award là et le Bob Atkin également. Parce que. mais non, ça va t'intéresser. Pourquoi? Le Booba Burger Jim Truman Club classique. Mais non. Ça existe le Booba Burger. Ouais, si. Ah bon, je savais même pas. Non, mais c'est quelle course qui est sponsorisée par... Attends, vas-y, je vais chercher en parallèle. Dis-moi. Bon, bah, cherche là-dessus. Moi, je parle du Jim Truman Award et du Bob Atkin Award, qui en fait sont réservés aux pilotes bronze qui pourraient donc s'imposer dans la catégorie LMP2 et en GT. Et les deux titres, c'est quand même pas inintéressant, offrent des invitations pour les 24 heures du Mans en LMP2 et en LMGT3 pour l'année prochaine. Donc là, pour l'instant, ça serait carton plein pour l'équipe Inter-Europol qui pourrait avoir une place donc offerte par l'intermédiaire de ce titre potentiel avec Nick Bull et Tom Dillman. Donc Tom Dillman, il a fait un bon choix vraiment, à la fois de revenir en ELMS, en LMP2 avec l'Inter-Europol, et Bien puis sûr. en IMSA, rouler en LMP2, donc bravo à lui. Et puis sinon, eh bien, c'est Auré Fidani qui, avec sa voiture, donc c'est une Corvette, je crois, est en leader en GTD. Donc ces deux titres-là, ça pourrait offrir des places aux 24 heures du Mans. Donc, comme quoi, c'est pas rien de pouvoir rouler en IMSA et d'être un pilote bronze. Ah non, mais carrément, ça a un intérêt, exactement comme le LMS, on le dit souvent, est une accession aux 24 heures du Mans. N'oubliez pas que la course des 24 heures du Mans est une course sur invitation. Mis à part les concurrents qui font la saison complète en WEC, oui. Pour les autres, ça reste à discrétion du comité d'organisation. Et donc, ouais, si tu as un moyen d'avoir un sésame avant de passer devant le comité de sélection, c'est toujours bien. C'était Long Beach qui s'appelait le Booba Burger Sports Car GP of Long Beach. Voilà. J'adore. Pas mal. Petite anecdote. Bon, on a fait le tour. Alors attends, pour le coup, les noms des courses aux États-Unis, là, ils savent nous régaler, ça c'est sûr. On passe en GT. Passons au GTD, tout à fait. Alors le GTD. Eh ben, j'allais dire encore une belle lutte. Et moi, je pense quand même que cette course d'Indianapolis, alors déjà, le fait qu'elle soit passée à une durée de 6 heures, moi je trouve que c'est très bien. Ça rappelle un peu le WEC aussi. Bon, ça serait pas bien d'avoir que des courses de 6 heures, on l'a rappelé, c'est pas mal d'avoir des sprints aussi de 2h40, mais d'un autre côté, moi je pense quand même que je reviens sur le système de points, il faudrait pas que ça soit le même nombre de points quand tu gagnes une course comme ça ou 24 heures. Bref, en tout cas, je pense que cette course d'Indianapolis a été intéressante aussi parce que il y avait cet enjeu du titre, et que ça soit en GTP entre Porsche et Cadillac, tu vois, on s'intéressait vraiment à ce duel. En LMP2, pareil, entre la voiture de chez Inter-Europol, Pierre-Juan Mathiasen, et la voiture de chez Riley Competition. Et en GTD, avec la Porsche Rexy
avec Lorin Heinrich donc, qui a fait l'impasse sur Monza en GT3, justement en catégorie... Moi, j'étais World Challenge, ouais. Exactement. Et Ouais. finalement, cet Aston de Ross Gunn, ils sont que 2 à pouvoir décrocher le titre parce que ils ont changé d'équipier à chaque fois. Et c'est Porsche face à Aston. C'est pas mal du tout, c'est assez alléchant. Et il est allé la chercher cette victoire, Lorin Heinrich, franchement, à travers un arrêt au stand super bien exécuté. Et surtout, une remise des gaz super spectaculaire. Et là où il est devant son adversaire. Et ça a été la clé, puisqu'il a eu la track position. Et il a pu s'imposer avec pas mal d'avance, avec 12 secondes d'avance sur la Ford. Incroyable. Une Ford termine sur le podium encore. Quand il sort de son box, effectivement, et qu'il se remet dans la fast line, c'est la caisse, elle est complètement à l'équerre. Et c'est là où je pense, où il fait un grand pas vers la victoire. Ah non, mais carrément, c'est hyper impressionnant. Lorin Heinrich, c'est un gars qui vient qui est de la filière Porsche, hein, qui a gagné la Cup allemande, qui est quand même réputée pour être la plus difficile. Historiquement, est la première Cup, et qui est réputée comme étant l'une des plus dures et musclées. Là, il est pilote officiel Porsche, il est junior Porsche, soutenu Porsche, je sais pas trop. Il est dans le giron. Il est dans le giron, il roule chez CLRT en GT World Challenge, donc avec Boccolacci et avec Ian Can Guven à la saison. Là, il était remplacé, donc comme tu l'as dit, à Monza par Kevin Estre, qui a foutu la voiture dans le bac. Bon. Aïe. Mais, ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Bah oui. Mais Lorin Heinrich, ouais, c'est un mec très, très carré, très, très efficace. Et donc là, c'est pas étonnant de le retrouver à ce niveau-là. Associé à Michael Christensen, bon, c'est pareil, le genre de gars qui est plutôt fiable. Et ouais, c'est pas mal. La bonne surprise, comme tu dis, c'est de retrouver une Ford deuxième. Bah, peut-être qu'on est pareil, on est sur l'ascension, sur le... C'est un programme qui a débuté cette année. Et ils ont peut-être débloqué des choses. En tout cas, ils ont réussi à la consolider, parce que je vous rappelle qu'elle partait en miettes en début de saison. Que ça soit en WEC ou en IMSA, les mâles arrière se faisaient la malle, justement. Ouais. Et là, ils ont réussi à les consolider, apparemment. Ils ont réussi aussi à trouver de la performance. C'est Dirk Müller sur une autre des Ford Mustang qui s'est fait clipper par une Lamborghini, qui était vraiment dégoûté, parce que c'est arrivé assez tôt dans la course, et parce qu'il expliquait qu'ils avaient vraiment des choses à montrer, et que... Voilà, ils sentent que là, ils ont trouvé quelque chose qui leur permet de se battre devant. Donc là, une deuxième place. Encore une fois, il faut mesurer par rapport aux conditions spéciales, à la pluie. Il y a plein d'éléments qui font que, bon, c'est pas une performance pure piste sèche, comme tu l'as dit, et voilà. Mais n'empêche que, voilà, elle est là, deuxième. Et surtout, quand tu regardes le classement, t'as les 5 premiers qui sont de 5 constructeurs différents. Puisque t'as une Porsche, une Ford, une Corvette, une Lexus et une Aston Martin. Donc c'est quand même... Et puis même si tu continues derrière... Donc il y a une anomalie, c'est qu'il y a 2 Aston, mais derrière on a une Mercedes, une BM, une Ferrari. C'est vrai. Tout le monde dans le même tour, hein. C'est quand même impressionnant. Ça a été vraiment une belle lutte en GTD de toute façon. Et puis Ford, oui, je crois qu'ils comprennent quand même au fur et à mesure des choses. Je les charrie gentiment, mais mine de rien en IMSA, ça fait quand même 2 podiums de suite pour cette Ford de Rockefeller et Tinknell. Il y a eu aussi des belles perfs en WEC. Donc non, faut compter sur ces Ford là aussi. Bien aidé peut-être par ces conditions météorologiques, mais quand même, il fallait être là. Et surtout, la belle lutte en fin de course, moi j'ai trouvé, entre la Corvette, entre l'Aston de Ross Gunn, qui a perdu finalement gros dans les derniers instants. Il se retrouve maintenant à quasiment 100 points de Lorin Heinrich. L'affaire semble être entendue, hein, quand même, s'il n'y a pas de bêtises chez AO et dans cet équipage Porsche, où on devrait retrouver, je crois, un Julien Andlauer pour Petit Le Mans. Ok. Donc là, ça va être costaud. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une vraie problématique, j'allais dire, à solutionner, c'est d'essayer de terminer sur le podium, tout simplement. Si Lorin Heinrich termine sur le podium, comme il a 99 points d'avance, et ben ça serait un titre, quel que soit le résultat de l'Aston de Ross Gunn. Donc ça va être intéressant. Et puis ça prouve aussi, je trouve, cette performance d'Aston, que l'année prochaine, l'exploitation des Valkyries pourra être bien faite par Heart of Racing Team, parce que cette Aston, elle est rapide en IMSA, elle est rapide aussi en WEC, on l'a vu avec la victoire à Austin. Donc ça promet de belles choses, je pense. Il y a une volonté, je pense, de bien faire de Ian James et de toute l'équipe qui est réelle, parce que tu vas avoir un programme Aston Martin qui
qui est quand même attendu, enfin qui va être clairement Oui. iconique. Je veux dire, Aston Martin aux 24 heures du Mans qui se bat, enfin, donc il y a le WEC et l'IMSA, mais je focus sur le Mans. Des Aston Martin capables de se battre pour la victoire au général, c'est quand même un truc assez fou. Et donc, ouais, je pense qu'ils se mettent la pression et ils ont envie de bien faire. Parce que je vous rappelle que dans l'histoire des 24 heures du Mans, Aston Martin n'a remporté qu'une seule fois la course, c'était en 59. Donc, C'est vrai. il y a une attente de dingue. Si la voiture va être homologuée pour 5 ans, bon, en 2029, ça serait bien, tu vois, comme anniversaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est 2029 qu'on vise, Oui. parce que bon, 2025, faudra pas s'attendre à des miracles pour la Valkyrie, mais bon. Non, surtout que son histoire est quand même un peu tumultueuse, quoi. Ils étaient censés être parmi les premiers à rejoindre la catégorie hypercar. Oui, Enfin, juste oui. un petit parallèle, mais c'était les premiers en Avec conférence de ProDrive. presse, ça l'a annoncé. Et je crois même, d'ailleurs, on était à cette conférence ensemble. Oui, Je crois même qu'ils ont tenu, ils ont fait ce qu'il fallait pour que l'annonce de leur confirmation d'engagement soit avant celle de Toyota. Donc vraiment, genre, historiquement, et avant Glickenhaus, genre, vraiment, Aston Martin est le premier concurrent, première marque à dire officiellement qu'ils allaient rejoindre l'hypercar. Manque de bol, après, ils ont mis le programme en pause. Et là, c'est relancé, mais ça, il y a autant de... Je trouve qu'il y a autant d'arguments pour que ça réussisse qu'il y en a pour voir qu'ils vont dans le mur. Se lancer avec un V12 non hybride, ou alors il est hybridé, je sais plus, mais je crois que c'est un V12 non, il est Atmo. même pas hybridé, je crois. Ouais, Non. V12 Atmo non hybridé. Pardon. Qu'est-ce que vous faites, les gars? On est en 2024, je comprends pas. C'est exploité par une équipe qui est une équipe privée. Enfin, c'est quand même des intérêts de riches propriétaires et de gens qui aiment bien faire des track days qui vont en partie financer le programme. Il y a plein de trucs qui font que ça risque pas de Après, marcher. Et en parallèle, franchement, je pense ça que ça paraît- peut fonctionner. Parce Non, que la mais ça voiture paraît est dingue, quoi. anachronique. Ça Ouais. paraît anachronique avec ce fameux V12. D'un autre côté, pour les passionnés, ça va être sympa, hein. Que Ah, ce mais soit en clair, termes de mais sonorité, en Moi, termes je m'en de ré- racing. je m'en réjouis de ça. Mais et puis la voiture, par contre, est incroyable en termes de design, en termes d'esthétique. Elle est juste incroyable par rapport à d'autres voitures qu'on peut juger peut-être plus standardisées quand elles reposent sur une base LMDH, enfin une base d'un manufacturier. Là, on est vraiment sur une création. Enfin voilà, ça va être beau, ça va être magnifique à voir en piste. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, en tout cas, petite parenthèse, mais bon, Aston qui se bat quand même pour le titre en GTD Pro, encore, avec son pilote maison Ross Gunn. Et puis en GTD, ça a été une belle domination, hein, je dois dire, même si sur le classement final, on voit que ça se joue à 2 secondes, mais Ouais. l'équipe Wright Motorsports a vraiment, vraiment mené, je dirais, quasi de bout en bout, hein, cette édition, cette course avec la Porsche 911 GT3R. Donc très bien pour Yann Helen, Liotzkir et Adelson, qui termine devant une BMW, celle du Turner Motorsport quand même, et puis la Mercedes du Korthoff Preston Motorsports en 3e position. Je dois dire que c'est un peu décevant de ne pas retrouver la Mercedes du Winward. Alors, ils sont à 15 secondes, hein, attention, pas de stress, mais je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus haut. Et finalement, alors ils restent en première position du classement général et de loin, hein, ils ont le titre déjà dans la poche, hein, Philippe Ellis et Russell Ward, mais ils terminent finalement que 5e, entre guillemets, voilà. Eux qui avaient l'habitude de nous offrir des podiums quasiment à chaque course, ça n'aura pas fonctionné de cette manière. Problème aussi pour la Lexus, qui depuis le début de saison était un coup là, un coup pas là. Là, Ouais, c'était c'est un ça. coup pas là et un coup dans le mur pour Parker Thompson. Dommage. Ouais, ils connaissent une saison assez difficile en GTD. Oui. Il y a eu, enfin, et en GTD Pro aussi, hein, parce que quand tu regardes les résultats, finalement, il y a eu GTD Pro, il y a eu cette espèce de sursis. Ils sont passés au travers de Daytona parce qu'ils avaient les 2 voitures qui ont abandonné, alors qu'en plus, il y en a une qui menait à quelques minutes, C'est vrai. quelques heures de la fin de mémoire, et ils ont eu leur rédemption à Sebring. Et en GTD, c'était un peu la même, mais en décalé, c'est-à-dire, je crois qu'ils ont un peu loupé Daytona Sebring. Ils ont quand même une victoire à Long Beach, mais depuis ça, c'est silence radio, quoi. Et pourtant, ils sont là parce qu'ils font des pole positions, ils sont au rendez-vous. Donc, c'est pas le rythme qui fonctionne pas. Pourtant, cette voiture, c'est une mémère, hein, cette Lexus, mais Ouais. elle fonctionne bien. Aux États-Unis, en tout cas, elle fonctionne bien. Un peu mieux, malheureusement, je dirais, pour notre équipe française ASP Codis, mieux qu'en WEC, quoi. Mais bon, Mais c'est comme ça. c'est marrant, je vais creuser là-dessus. D'ailleurs, j'ai trouvé un peu des infos sur les Lexus. Ouais, sur le développement des Lexus. Je crois que c'est Lexus Angleterre qui avait publié un truc à une époque que j'ai retrouvé.
qui est vachement intéressant sur les différentes itérations de la Lexus. Et genre, il y en a eu de développés en version silhouette pour des championnats genre sud-américains, enfin des trucs improbables. Donc je vais essayer de creuser là-dessus. Je fais une petite transition vers c'est quoi ton actu, tu vois. Oui, c'est bien, c'est bien. Avant ça, quand même, justement, moi aussi, ça fera ma transition vers c'est quoi ton actu, mais pas forcément positive. Les Lamborghini, on a dit chez Iron Dames, Iron Lynx, c'était compliqué parce que la GTP a abandonné avec Caldarelli qui fait sa petite bêtise. La première Lamborghini va se cracher dans la Ford et donc abandonne. Et on avait la troisième Lamborghini de ce programme. Hein, c'est pas la seule Lamborghini engagée, évidemment, parce que quand même l'Huracan GT3 Evo 2, il y en a une qui termine au pied du podium avec le Forte Racing, mais on va parler de nos Iron Dames. Encore un problème, encore de la malchance, c'est quand même dingue. Hein. Franchement, je comprends pas ce qui se passe, mais ça l'a pas fait, malheureusement. Et pourtant, c'était bien parti pour Mitchell Gatting, qui a pris le départ d'ailleurs. Hein. C'est pas Sarah Bovy qui a pris le départ. La Belge qui a ensuite laissé son volant à Raël Frey, et puis il y a eu un souci. Alors, je sais pas si on a l'explication, je suis pas sûr. Moi, je l'ai pas en tout cas. Mais ouais, comme tu dis, Michelle Gatting, gros week-end, c'est elle qui qualifie la voiture, c'est elle qui fait le meilleur tour, c'est elle qui prend le départ. Ah bah là, je crois qu'on lui a fait aussi un petit cadeau, j'allais dire. Elle le mérite. Hein. C'est-à-dire qu'elle fait plus aucune qualif, puisque c'est toujours Sarah Bovy en WEC et en ELMS qui est destinée à ça. Et elle prend quasiment jamais le volant, parce qu'il y a souvent un problème avant son relais ou pendant son relais, quoi. Ah mais c'est clair, donc il y a un moment, il faut bien quand même que ça... qu'il y ait une récompense, mais ouais, en tout cas, non, j'ai pas eu l'explication de leur... Mais dommage, ouais. Elles se sont arrêtées après c'est une saison très quasiment 5 heures. Ouais, compliqué encore pour Sarah, pour Raël et Mitchell, qu'on va retrouver d'ailleurs en ELMS, parce que ce week-end, c'est Mugello en ELMS pour une course de 4 heures, donc l'avant-dernière manche de la saison. Ça va être intéressant aussi à suivre sur YouTube, hein, comme d'habitude. Alors malheureusement, je ne serai pas aux commentaires, parce que je suis au Mans pour les 24 heures camion. Mais oui, c'est vrai. Et voilà, la CO qui organise, enfin c'est pas la CO, mais il y a la CO qui organise les 24 heures camion le même week-end qu'une manche européenne Le Mans Series. Bon, dommage. La voie du camion en France ne peut pas louper et non. Rendez-vous. Exactement. Donc c'est quoi ton actu ? C'est les 24 heures camion alors. Et exactement, ça fait quasiment 10 ans que je les anime, ces 24 heures camions. Donc voilà, si vous êtes dans la région du Mans et que vous avez envie de passer un bon week-end, il y a les 24 heures camions. Donc je commente avec Bruno Vandestick et je serai à la fois sur les grilles de départ, dans la voie des stands et puis dans la petite cabine de commentaires avec pas mal de caméras devant mes yeux. Ça sera retrouvé sur YouTube, sur la chaîne du championnat de France camion. Donc en direct le samedi et le dimanche. Donc ça va être assez intéressant à partir, je crois, de 11h ou midi le samedi et jusqu'au bout de la nuit. Donc voilà pour cette épreuve. Et puis je faisais la transition avec le C'est quoi ton actu en parlant des Iron Dames parce que après l'épisode de Jean Ragnotti qui est sorti pour Trajectoire, oui, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, et bien ça sera la pilote de chez Iron Dames, Sarah Bovy, qui sera mise à l'honneur. Franchement, je me suis régalé, je l'ai rencontrée en Belgique et c'est incroyable. Son parcours est incroyable, donc je vous encourage à aller écouter Sarah Bovy, à partager comme vous le faites avec Endurance Club. Voilà, les podcasts, que ce soit quand vous faites un petit jogging, quand vous prenez votre voiture, quand vous allez dans les transports, que ce soit pour des trains ou des avions, voilà, vous avez la possibilité de nous écouter l'Endurance Club et d'écouter des podcasts comme Trajectoire. Eh ok, c'est bien, c'est sympa cette actu du week-end et du podcast Trajectoire. Bien. Et toi alors, tes actus, à part retrouver des passeports techniques de Lexus? Putain, ouais, on est presque là-dessus. Écoute, j'ai un client, j'avais déjà un peu teasé là-dessus, mais j'ai un nouveau client dans le monde de Alpine et Lotus, donc je peux pas trop en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, je vais bosser pour une équipe qui engage des Alpines en compétition. Et donc je suis à fond dans Alpine. C'est un constructeur dont je connais peu l'histoire ancienne. J'ai quelques bases, mais vraiment, c'est pas un constructeur où j'ai une connaissance poussée. Et donc là, je suis en mode... je reprends les bases, quoi. Hein. Je suis en train de recommencer sur les premières Alpines en compétition en endurance, donc 1963-64. Et puis... je suis aussi en train d'échanger pas mal avec des gens qui ont bossé chez Alpine, avec des gens qui ont des connaissances du milieu Alpine. Enfin, j'envoie des mails dans tous les sens pour récupérer des infos et pour tout ça, ça va servir à produire des articles en fait.
liées à la marque Alpine pour ce client, et puis aussi pour d'autres projets. Il y aura des choses qui vont terminer sur Endurance Mag, il y a des choses qui vont aussi être proposées au Auto Hebdo, parce que je collabore au Auto Hebdo de cette façon, en proposant des sujets, parfois historiques, parfois modernes. Donc voilà, je suis un peu dans mon arc Alpine, et bien sûr avec les groupes C en parallèle, mais c'est quand même très teinté Alpine dans le mois qui vient, on va dire. Voilà. Ok, donc j'ai rien à te proposer comme ça, madame, monsieur, j'ai rien à vous montrer, j'ai pas de matériel, non, c'est le Camelot qui a rien à vendre, mais j'ai rien qui sort cette semaine de particulier, mais je charbonne en coulisses beaucoup sur Alpine. Donc voilà, si vous nous écoutez et que vous avez fait partie de l'aventure Alpine, je sais pas moi, en rallye, en circuit, que si vous connaissez des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui étaient dans cette sphère-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, parce que franchement ça m'intéresse, je prends tous les contacts en lien avec la marque. Voilà. Trop bien. Appel à témoins donc. Ah bah c'est ça. Écoute, Exactement. incroyable. Surtout qu'on est dans une bonne dynamique pour Alpine en endurance, donc c'est plutôt. Je me dis que c'est pas mal. Ouais, je me dis trouvé. que c'est cohérent de s'intéresser à l'histoire de la marque maintenant, puisque vu qu'ils vont gagner les 24 heures du Mans en 2025. Vous l'aurez entendu ici, mesdames et messieurs. Celui-là, c'est une grosse prise de risque. M'écoutez pas, parce qu'à chaque fois je me gourre. J'avais dit Porsche pour cette année, donc bon. Oh, ils étaient pas loin. Porsche qui pourrait donc avoir le titre en IMSA, le titre en WEC, donc ça serait pas une mauvaise année, évidemment, pour le constructeur de Stuttgart. En tout cas, on est revenu, on a essayé d'être assez complet sur cette épreuve des 6 heures d'Indianapolis, donc en IMSA. Moi, le fait de l'avoir commenté, c'est vrai que je me suis quand même bien amusé au micro. J'ai évité toute la partie, on va dire, difficile avec les neutralisations très longues et la partie pluie. J'ai eu la bonne partie, voilà. Pour une fois, j'allais dire, j'ai été chanceux, voilà. Mais c'est super, et l'endurance continue en tout cas avec le LMS qui finalement va prendre le relais du WEC, puisqu'on a une pause en WEC, on l'a dit, jusqu'à Bahreïn début novembre. Ouais. Donc là, on a le Mugello ce week-end. Donc ça sera évidemment à suivre, à déguster. Et la semaine prochaine, on fera le résumé, où on retrouvera des pilotes alpines d'ailleurs, Ferdinand Habsburg, avec Charles Milesi également. J'entends des choses sur Charles Milesi qui peut-être ne serait pas à Bahreïn, je ne comprends pas la raison, mais bon, bref. Et puis on aura aussi, mais il ne sera pas au micro, au volant, pardon. Il sera peut-être au micro aussi dans les radios. C'est Nicolas Lapierre, bien sûr, qui lui sera avec Cool Racing et accompagnera ses pilotes. Lui, c'est pareil, on parle de peut-être une prise de recul et peut-être une retraite à la fin de la saison. Retraite de pilote, pas retraite de pilote. Sport Auto. Ouais. Non, tout à fait. Il restera impliqué avec son équipe Cool Racing et toujours en soutien, évidemment, peut-être un rôle chez Alpine aussi, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, le LMS arrive et donc la semaine prochaine, tu seras là pour m'accompagner pour faire le débrief. Il faut que je mette 2 télés ou 2 flux ce week-end pour pouvoir voir le LMS et pour pouvoir regarder les 24 heures camion. Je vais me débrouiller et puis comme ça on débriefera. Je préfère qu'on fasse un épisode ELMS la semaine prochaine, si ça te va. Parce que débriefer les 24 heures camion... Non, t'es pas chaud? Bon, d'accord. Non, moi. Ça viendra, je vous y mettrai, monsieur. Ok. Non, mais voilà, en tout cas, c'était un peu l'idée de revenir sur l'IMSA, parce qu'on fait pas beaucoup d'épisodes sur l'IMSA, mais voilà, quand il y a des grosses courses, on le fait. On présentera aussi, évidemment, dans 2 semaines, l'épreuve de Petit Le Mans. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis, on aura des épisodes spéciaux, je l'espère, en tout cas, qu'on puisse vous proposer pendant les mois d'hiver ou les semaines d'hiver, des petites choses comme ça à se mettre sous la dent. Voilà, carrément, tout simplement. Carrément. Bon génial, et on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez évidemment où nous retrouver sur les plateformes d'écoute, sur YouTube également. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser des notes, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est encourageant. Laissez des commentaires sur les plateformes de podcast, je crois que c'est Apple Podcast, etc. Enfin bon bref, je vous laisse gérer. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, Geoffroy, pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. Ce sera le 33e épisode, donc à suivre, à déguster sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, bonne semaine et à très vite. Allez, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine.